Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et bonjour et ravi aujourd'hui d'être invité par Pierre Monclos. Bonjour Pierre. Bonjour Florent. Merci Pierre. Alors Pierre est le DRH de Youno, il va nous expliquer qui est Youno, mais surtout il est le co-auteur d'un livre qui vient juste de sortir, aux éditions du Node, un livre qu'il a écrit avec Michel Barabel et qui s'appelle « Quand les startups scale up, licorne réinventent les RH ». Tout un programme, on va en parler. Vous avez interviewé, à ce que j'ai compris, Michel et toi, près de 50 DRH ou CEO de start-up, sondé 120 entreprises de la tech. Un travail de dingue. Ouais, ça, un an de boulot. Un an de boulot ? Ah, ok. Alors, pour commencer, Pierre, j'aimerais bien revenir sur ton parcours, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Et comment est-ce que tu es arrivé effectivement à être DRH de Youno et à écrire un livre ? Ton premier livre en plus. Mon premier livre, ouais. J'ai commencé moi par des études en droit du travail, parce que c'était le seul droit que je trouvais humain avec le droit pénal. Les autres droits, je trouvais pas de sens dans ce que je faisais. Donc t'es juriste en fait. Et du coup, à la base, je suis juriste. Ça m'a pas beaucoup servi depuis, mais j'ai appris le droit du travail qui date un petit peu. D'accord. Et le hasard fait que j'ai atterri dans un organisme de formation parce que je trouvais pas ma voie en tant que juriste, où on me demandait surtout d'appliquer un droit du travail qui datait de l'époque des usines versus des entreprises qui étaient à l'ère, quand j'ai commencé au début des années 2000, je comprenais pas trop. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de naviguer dans d'autres environnements. J'ai atterri par hasard dans l'environnement de la formation. Et là, j'ai trouvé ça incroyable parce que je pouvais bosser avec des DRH très expérimentés, des magistrats de la chambre sociale, pour proposer des formations pour les RH, justement en lien avec la réalité de l'entreprise. Okay. Donc j'ai appris plein de choses avec plein de gens très expérimentés pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, je me suis dit, bon, en fait, je suis quand même dans un milieu traditionnel, ça me parle pas trop. J'entends parler des MOOC, de la formation en ligne, de plein de choses qui ont l'air nouvelles, et des startups. Je savais pas du tout ce qu'était une startup. Allez, je vais tester, c'est vraiment comme ça, c'était fin de cycle. Allons-y, regardons ce que proposent les startups. Et là, j'ai fait une rencontre avec Yannick et Jérémy, qui étaient en train de créer Youno, en disant, nous, on va révolutionner la formation professionnelle qui est trop poussiéreuse, qui a mal vieilli, et on va essayer de proposer des expériences enfin sympas de formation en ligne. Et là, moi j'ai adhéré, parce que quand je suivais mes propres formations chez mon ancien employeur, je m'embêtais aussi, en partie. Donc j'ai dit, tiens, ça a l'air chouette. On a tous vécu des formations soporifiques. Ouais. C'est pour ça que je le dis comme ça. Il y en a encore un petit peu aujourd'hui. Hein. Et du coup, je me suis très vite motivé en leur disant, moi ça m'intéresse de vous rejoindre, mais je sais pas ce qu'est une start-up. Et ils m'ont dit, t'inquiète, t'apprendras en même temps que nous, c'est notre première boîte. Ah oui, donc tu les as rejoints dès le début de l'aventure. Ouais. Juste après qu'ils venaient de créer l'entreprise. Mais en tant que DRH ? Alors non. Parce qu'ils n'ont pas créé la fonction de DRH avec quelques salariés. La mission initiale, mais on a parlé dès le début des RH, la mission initiale, c'était de transposer ce qu'ils faisaient pour les écoles à la formation professionnelle, donc faire de la formation en ligne pour les entreprises, et notamment sur les soft skills. Et moi, je leur ai dit, ok, ça m'intéresse. Par contre, si on arrive à avoir des salariés et qu'on grandit, moi, en fait, j'ai quand même beaucoup gravité dans les RH, mais j'ai jamais exercé ce métier. Et c'est quelque chose qui m'anime, j'ai envie de m'y essayer. Donc si on a des salariés, je veux bien devenir RH aussi de la boîte. Et ils m'ont dit, si on a ce qu'on appelle un fit culturel, si on se rejoint sur les valeurs, avec plaisir, nous on aura besoin sûrement de quelqu'un pour gérer les ressources humaines. Et c'est ce qui s'est passé, donc ça c'était il y a 10 ans. On a assez vite pu recruter des salariés parce que la formation en ligne a bien fonctionné. Et donc dès qu'on était 12 ou 13, on a officialisé que je gérais les ressources humaines. Et là, je suis parti de zéro parce que ce que j'ai vu pendant mes études ne servait déjà pas pour une entreprise classique, encore moins pour une start-up. Mais heureusement, j'avais d'autres personnes dans la même situation que moi, puisque les start-up étaient en train d'exploser il y a 7 ou 8 ans, et plein de personnes qui disaient comment on gère les RH dans une start-up. Et donc, on a commencé à s'entraider pour voir qu'est-ce qu'il fallait qu'on reprenne
et qu'il fallait pas qu'on réinvente, donc qui existaient bien dans les entreprises, et quels étaient les sujets où il allait falloir faire différemment parce qu'on n'avait pas les mêmes enjeux. Ok. En 2023, Youno, c'est combien de salariés aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, on est 35 salariés. 35 salariés, ouais, donc l'entreprise a bien grandi. Et ta mission, c'est de gérer toute la fonction RH pour cette entreprise. Alors, j'ai deux missions chez Youno. En fait, j'ai eu 2 métiers depuis longtemps et c'est ce qui me plaît beaucoup. Okay. La moitié de mon temps, c'est effectivement de gérer les RH. Alors, je suis DRH, c'est un titre... Normalement, DRH, c'est dans une grosse boîte. Bon, nous, aujourd'hui, on est 35 selon les périodes. Donc, je m'occupe du recrutement, de la culture d'entreprise, de la formation, de la qualité de vie au travail, un peu tous les sujets. D'accord. En lien direct avec le CEO. C'est parce que je suis en binôme avec lui que je peux bien faire mon travail. On y reviendra, c'est important. Et l'autre moitié de mon temps, je fais une veille sur les évolutions qui touchent au RH et à la formation pour essayer de les retranscrire dans des événements ou dans des podcasts quand on m'invite pour me donner la parole, et depuis pas longtemps dans un livre. Ok. Et alors du coup, t'es arrivé dans le milieu RH par hasard, mais un petit peu sans forcément vouloir aller dans cette fonction-là. Ouais, quand même par hasard. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans cette fonction ? Qu'est-ce qui te fait triper sur ce métier ? Notamment, il y a essentiellement 2 choses. La première, c'est que je vois l'impact que j'ai quand je fais bien mon travail, ou quand je le fais pas bien, mais en fait, ça joue sur la carrière des personnes, ça joue sur le fait qu'il y a des talents qui nous rejoignent et qui vont arriver à s'épanouir. Donc, je vois directement l'impact de ce que je fais, et ça, c'est pour moi extrêmement stimulant. Je me dis, j'ai pas du pouvoir, parce que ça, je trouverais ça malsain, mais j'ai de l'impact sur des vies professionnelles. Et quand je fais bien mon boulot, ça permet à des personnes de mieux s'épanouir professionnellement. Donc ça, c'est incroyable. Alors ça amène aussi beaucoup d'émotions et de stress, mais je prends tout ce qui va ensemble. Et l'autre chose que j'ai découverte en exerçant le métier, c'est que tu vois aussi des personnes dont tu peux t'inspirer. En fait, je pense que beaucoup de salariés sous-estiment à quel point, dans leur propre choix de carrière ou des choix qu'ils ont fait chez Youno, m'ont inspiré moi, où je me suis dit « mais c'est tellement brillant de prendre du recul sur son métier, de penser comme ça le rapport au travail. » Donc en fait, tu vois plein de gens hyper intelligents dont tu peux aller copier, piocher, voler, peu importe, des idées pour ton propre développement à toi. Donc d'être aux avant-postes de ça, c'est génial. Même si je pense que les gens ne le soupçonnent pas, les RH, on adore ça. Ouais, ça, je pense que c'est important, effectivement. Moi, je trouve que pour trouver des idées, il faut des fois sortir de son bureau et sortir de son équipe, aller voir ce qui se fait dans les autres équipes, dans les autres bureaux, dans les autres boîtes, etc. Et pas de rester dans son vase clos, parce que je pense que c'est indispensable de s'intéresser. Et t'as cité un mot, moi, qui est clé, que j'adore faire, qui est la veille. Moi, c'est une passion que j'ai. Alors, dans beaucoup de boîtes, dans les fiches de poste, tu vois tout un tas de bullet points avec toutes les actions, puis faire sa veille. Et tu demandes à beaucoup de gens, tu fais ta veille ? Oh non, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, il n'y a pas d'outils, je sais pas comment m'y prendre, etc. Alors moi, depuis longtemps, j'ai voulu faire ma veille, 12 podcasts entre autres, mais toi, tu fais ta veille quelque part avec un livre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais pourquoi t'as écrit ce livre ? En fait, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre sur les pratiques RH des startups, des scale-up et des licornes ? J'ai eu 2 motivations. La première, c'est que j'aurais aimé avoir ce livre quand j'ai commencé à exercer le métier de RH. En fait, je distingue les RH dans les entreprises traditionnelles des RH dans les startups, sans que ce soit péjoratif pour l'une des 2 catégories, c'est juste que c'est différent, mais parce que quand on a voulu se poser sur comment on gère les horaires, les congés, le télétravail, la rémunération, il y a plein de choses où je me suis dit mais si on fait comme les entreprises plus traditionnelles, nous ça va pas marcher à la vitesse à laquelle on veut aller, avec la culture qu'on a, je vais avoir des résistances. Si je mets en place un contrôle horaire, nous, notre équipe, elle veut de la liberté, et les fondateurs, les associés comme moi, on prend cette liberté déjà de télétravailler, de faire les horaires qu'on veut, donc on va pas imposer un truc différemment aux équipes. Et on n'a pas trouvé de ressources, on s'est mis à pas mal de DRH, j'ai monté un club de DRH de start-up, et en fait on trouvait pas de ressources autres que de se réunir entre nous, de faire des déj thématiques en disant voilà, aujourd'hui on parle de ce sujet, c'est quoi les boîtes les plus inspirantes, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez géré ces problématiques qui sont tellement récentes qu'il n'y a pas beaucoup de prise de recul. Et donc à l'époque je voulais un bouquin comme ça, même aux États-Unis on n'a pas trouvé de bouquin qui réunissait dans tous les domaines RH les pratiques dans la tech, on va dire, et j'en ai monté un blog mais que j'avais un peu du mal
mal à alimenter parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. J'ai quand même fait un blog qui s'appelle rh42.co où j'allais interviewer justement des DRH pour leur dire comment vous traitez ce sujet, ou des prestats RH qui amenaient des solutions qui me semblaient compatibles pour les startups et pas pour les entreprises plus traditionnelles. Ça, c'était ma première motivation. Et puis, le temps étant passé, il y a eu plein d'autres clubs RH qui se sont montés et ce partage de pratiques est devenu extrêmement important dans l'écosystème tech. Et j'ai réalisé via mon autre métier chez Youno, qui est de faire des conférences auprès de fonctions RH de tout type de boîtes, qu'en fait, ça les intéressait énormément de voir ce qui se passait dans les startups, non pas pour transposer tel quel des pratiques parfois radicales comme la transparence des salaires ou les congés limités, mais pour dire, nous, on a bien vu les limites des RH tradis et on veut évoluer, et donc autant voir ce qui se fait de peut-être le plus extrême pour nous inspirer dans notre évolution, pas pour copier, mais pour en fait nous aider à réinventer un petit peu les choses petit à petit. On va pas faire de rupture, mais petit à petit tendre vers un peu plus de transparence, un peu plus de flexibilité, un peu plus de culture du feedback, etc. Et quand j'ai vu que les RH s'intéressaient autant, j'ai dit tiens, on va tester sur LinkedIn. Et à chaque fois que je faisais des posts là-dessus, c'était plus les RH du monde traditionnel que les RH de start-up qui venaient me poser des questions, qui venaient me dire moi j'ai vu que ça avait tel effet pervers. Donc vous avez écrit, on va revenir sur Michel, mais vous avez écrit ce livre plutôt pour les RH d'entreprises traditionnelles que pour les RH de start-up ? Oui, exactement. Ok. Exactement. Alors que pourtant le titre, il est hyper connoté. Startup, scale-up, licorne, c'est vraiment un monde très précis, très tech aujourd'hui. Exactement. En fait, vu qu'à chaque fois que j'avais cette approche-là, c'était les RH plus traditionnels qui venaient nous voir, on s'est dit, on va jouer la carte à fond. Ouais. Donc c'est un angle marketing du titre, mais la cible, ce sont bien les RH et managers de PME à grandes entreprises, même du public, même d'associations, qui veulent s'inspirer de ce qui se fait de différent dans le monde de la tech. Ok, on va revenir sur ce point-là. J'ai une question qui me taraude parce que tu as dit quelque chose. Ça y est, je dérive des questions que j'ai écrites. Tu penses qu'un RH d'entreprise traditionnelle peut devenir RH d'une start-up et vice-versa ? Je pense, mais je pense que ça prend du temps. D'ailleurs, dans les 50 DRH qu'on a interviewés, la moitié des DRH de scale-up, donc des startups qui ont déjà passé certains seuils d'effectifs et de croissance, viennent d'entreprises traditionnelles. D'accord. On allait chercher des gens qui savent déjà faire certaines choses où il n'y a pas besoin de réinventer la roue, et on leur a demandé de s'adapter à la culture de la scale-up ou de la licorne pour quand même faire quelque chose différemment. C'est possible, mais ça prend du temps parce que le gap culturel, c'est un problème, on peut le dire, mais il est quand même tellement fort qu'avant que, intuitivement, on ait les bons réflexes pour mener les bonnes initiatives, gérer les projets de la bonne manière et être sûr d'avoir de l'impact quand on déploie des stratégies RH, quand on passe d'un monde à l'autre, ça prend du temps, dans les deux sens. D'accord. Mais oui, c'est possible et il y a de superbes réussites. Il y a aussi des échecs qui montrent que ceux qui ont voulu aller trop vite n'ont pas pu transposer ce qu'ils faisaient d'un monde à l'autre, et je pense pas de toute manière qu'il faille faire ça. J'ai trouvé personne qui a réussi en un an à transposer tout ce qu'il faisait dans un monde et le mettre dans l'autre, c'est un non-sens, je pense. Ok, d'accord. Alors je reviens sur le livre, tu l'as écrit avec Michel Barabel. Oui. Alors Michel n'est pas autour du micro, mais tu peux nous le présenter, qui est Michel et pourquoi tu as écrit un livre avec lui ? Oui, alors Michel, il est notamment directeur de l'exécutive Master RH à Sciences Po, et il a écrit, je crois que c'est son 20e bouquin, enfin il compte plus pour te dire. Ah oui, d'accord, ok. Il m'a dit c'est à peu près le 20e. Et en fait, en 2019, je lui ai raconté l'idée que j'avais, où je lui ai dit, écoute, moi, chaque fois que je parle de ces sujets, ça intéresse énormément les RH. Toi, tu as écrit beaucoup de bouquins RH, donc tu sauras me dire si c'est une bonne idée. Tu es au Lab RH, donc en faveur de l'innovation RH, tu travailles beaucoup là-dessus, et je pense que c'est une nouvelle approche de l'innovation RH. On ne parle pas de technologie ou autre, on parle de pratique, de culture et de stratégie. Et assez rapidement, il m'a dit, effectivement, je pense pas qu'il y ait déjà des ressources là-dessus, et il peut y avoir un intérêt de la fonction RH. Donc, si tu veux, on peut en parler pour essayer d'aller voir Youno et de leur pitcher l'idée. Puis après, il y a eu le Covid, plein d'activités chez Youno, donc j'ai mis ça en pause. Et Michel, il est revenu me voir en 2022 en me disant, la pause était assez longue, ton idée, le sujet monte en puissance, il fait je le constate dans toutes les conférences où je vais ou autre, donc c'est maintenant où j'avais. Sinon je trouve quelqu'un pour écrire le livre, mais on ne peut pas attendre après pour écrire le livre. Donc je lui ai dit, d'accord, mais moi j'ai un boulot à plein temps, je vais être papa, je peux pas lancer un bouquin comme ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. T'as un peu une vie à côté, quoi. Sinon je risque de mal le faire, et ça va pas servir ma conviction qui est que ça peut inspirer des boîtes si je le fais pas bien. Et il m'a dit, moi le sujet m'intéresse, je suis d'accord pour l'écrire avec toi, donc on peut le faire à deux,
Et là, je dis, bon, bah, ok, enfin, ça arrive qu'une fois dans une vie que quelqu'un comme ça te propose un truc pareil. Donc, j'ai dit, ok, go. Ouais, t'as sauté sur l'occasion. Et comment on écrit un livre à deux, du coup, pour ma gouverne? Comment on écrit? Alors, il y a plein de manières de faire. Nous, on s'est justement posé la question. Et en fait, votre manière à vous? Notre manière à nous, c'était de se dire, on prend les sujets qui nous plaisent, les DRH qui nous plaisent pour aller interviewer, on se répartit et on voit si ça se goupille bien. Et en l'occurrence, ça s'est très bien goupillé parce que lui, il a son réseau de RH, moi j'ai le mien. Et donc, on a interviewé des gens qu'on connaissait déjà un peu, mais dont on savait qu'on avait une appétence pour ce qu'ils avaient à dire. D'accord. Et ensuite, on s'est réparti les chapitres sur ce qui nous plaisait. Moi, chez Youno, j'ai beaucoup travaillé sur la transparence, la flexibilité, la semaine de 4 jours, même si on l'a pas mis en place, et la rémunération. J'ai traité ces chapitres. Lui, il a toujours bossé sur le recrutement, il voulait voir comment on faisait les startups. Il avait pas encore découvert la culture du feedback au point du concept de radical candor qu'on décrit dans le livre. Donc il m'a dit, mais ça, moi, je veux l'explorer, ça m'intéresse. Et la formation, vu que nous, c'est notre activité, je lui ai dit, écoute, moi, j'aurais peut-être un peu trop de subjectivité. Oui, des biais, tu parles des biais en plus. Mes biais ou autres. Et lui, il m'a dit, moi, ça m'intéresse. Je lui ai dit, je fais quelques interviews parce que je saurais comment poser les bonnes questions, mais c'est toi qui les reformules et autres. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, par passion. Ok, intéressant votre concept. Et puis c'est assez intuitif en fait. C'est pas très compliqué. Il faut juste se metêtre d'accord et puis être focus sur l'objectif de. Souvent, on imagine qu'il y a beaucoup de procédures et de process dans la manière d'écrire un bouquin. Alors peut-être qu'on aurait fait un meilleur bouquin si on avait fait beaucoup de procédures et process, mais je suis pas sûr. Nous, on s'est dit, il faut se faire plaisir. Ça prend beaucoup de temps. On aura 1 an de travail, donc autant se faire plaisir. Et en fait, je pense qu'en se faisant plaisir, du coup, on fait un meilleur travail. Oui. Et le lecteur va le ressentir aussi, c'est sûr. Au lecteur de nous dire. Je confirme. En tout cas, moi, pour l'avoir lu, je confirme. Voilà. Merci. Après, aux autres lecteurs de le lire, et je ne peux que le conseiller, ça c'est certain. Très, très concrètement, vous avez interviewé une 50aine de personnes. Vous avez eu des refus, des personnes qui n'ont pas voulu t'interviewer, ou tout le monde vous a ouvert les portes assez facilement de leur organisation? Non, alors on a été surpris on avait des go directement, alors que on avait des DRH qui étaient surmenés, parce que soit ils étaient dans des hyper-croissances, soit ils commençaient à rencontrer des difficultés économiques, et ils avaient quand même du temps pour partager. Et même ceux qui avaient pas 2022, il commençait à y avoir des startups qui malheureusement souffrent un peu plus. Quoi. Et oui, et on en parle dans le livre, c'est pas neutre sur les stratégies RH, mais même ceux qui avaient pas grand-chose à dire en disant, mais nous, on a l'impression de rien faire d'original, mais ok pour se prêter au jeu des questions. Et tu vois, le meilleur exemple, c'est Swile, où il a dit, en fait, nous, j'ai l'impression qu'on a tout pris du monde traditionnel et que ça fonctionne plutôt bien. Il dit, c'est pas parfait, mais que ça fonctionne plutôt bien chez nous. On n'avait rien à mettre dans le livre, mais ça nous a montré qu'il n'y a pas qu'une manière de faire, et tout le monde a accepté. Donc ça, c'était incroyable. Ok. Quelles sont les innovations RH, en tout cas les nouvelles stratégies RH, telles que vous les appelez, vous, que vous avez repérées chez ces entreprises et qui te semblent aujourd'hui les plus disruptives, mais en même temps celles qui te pensent être possibles d'implémenter dans les entreprises traditionnelles? Alors, il y en a pas mal, parce qu'on a essayé forcément. Alors déjà, le livre, c'est pas exhaustif, on n'a pas réussi à tout mettre. Ouais. Donc on a fait des choix. Qu'est-ce qui t'a marqué, en fait? Mais ce qui nous a marqué, allez, je vais en citer 3 pour essayer d'être très synthétique. Alors que je le pratiquais déjà depuis 2017 chez Youno, mais la transparence radicale dans les startups et la valeur que ça crée, incroyable. Pas juste la transparence des salaires, mais la transparence surtout sur la stratégie, sur les finances, sur la trésorerie de la boîte, sur comment on prend des décisions RH, comment on fait des choix, comment on implique les collaborateurs dans la construction de notre stratégie RH. Ça m'a marqué, et c'est Jean-Charles Samuelian, le CEO de Alan qu'on a pu interviewer, qui l'a résumé le mieux en disant: nous, on fait la transparence radicale, et souvent, il y en a plein qui nous disent, mais si vous mettez ça en place, il y a des informations stratégiques qui vont être à la portée de salariés. Parce que je crois qu'il les met même en ligne sur son site web, et potentiellement, il le dit d'ailleurs, il partage tout. Mes concurrents lisent, je m'en moque en fait. Et donc, on a creusé cette question, et il dit, en fait, peut-être qu'il y aura quelques fuites. Il fait, mais déjà, on est en 2023, en fait, les fuites, elles existent, qu'on soit transparent ou pas, s'il y a des gens malveillants, ils arrivent à obtenir l'information. Et il fait, à supposer qu'il y ait ce risque, ça crée tellement de valeur par ailleurs sur le fait que les gens ils se sentent en confiance, ils sont pas infantilisés, ils ont accès à tout, du coup ils sont plus créatifs, ils orientent leurs projets dans les bonnes directions plutôt que de faire des trucs qui leur plaisent à eux mais qui servent pas la boîte. Ça crée tellement de valeur que même s'il y avait des abus, ça vaudrait le coup. Et il fait, à date, on n'a pas constaté d'abus. Et c'est un peu un discours qu'on a eu dans d'autres domaines avec d'autres DRH, de dire: on sous-estime la valeur que ça crée et on surestime les quelques risques d'abus qui, même s'ils survenaient, en fait, n'arriveraient pas
à ne pas compenser toute la valeur que ça a créée par ailleurs. Ouais, ton premier exemple, je trouve intéressant parce qu'en plus, il améliore aussi... on responsabilise les hommes et les femmes dans l'entreprise. On manage pas des enfants, on manage des adultes. Exactement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision un peu basique des choses. Et tu vois, nous, on l'a fait dans nos entreprises respectives, l'entreprise que j'ai créée avec mes associés, où on communique sur le chiffre d'affaires, la marge, la trésor, etc. Et ça amène aussi une culture économique des salariés, parce que très souvent, moi je l'ai vécu en tant que salarié, on n'a pas une grande culture éco. Honnêtement, quand t'es pas fondateur, tu te poses pas toutes ces questions. Et plus la boîte est grosse, moins tu t'en poses en plus. Parce que c'est pas ton argent, faut être très clair. Et d'avoir cette culture éco de salarié qui comprend les bases, et de pas confondre le chiffre d'affaires et la marge, par exemple, tout simplement, juste des basiques, mais qui sont pas si évidents que ça pour tout le monde. Et moi, je pense que cette transparence, elle est saine. Elle est saine, et c'est d'ailleurs pour ça, parce que c'était ta question, que ça peut inspirer des entreprises qui ne sont pas des startups, pas pour du jour au lendemain passer à la transparence totale, ça ce serait même dangereux si c'est pas dans la culture, mais de se dire, plutôt que de toujours dire tout est confidentiel par défaut, qu'est-ce qu'on pourrait rendre plus accessible, qui va créer de la valeur. Et parfois même, moi j'ai quelques DRH, on va dire du monde plus traditionnel, qui me disent, oui mais des fois, ça assouvit juste la curiosité des salariés. Je dis, mais c'est génial, on a besoin de salariés curieux. Moi quand j'ai des salariés qui passent du temps sur nos tableaux de bord financiers, et qui font pas leur mission pendant ce temps, mais en fait je suis content, ils s'intéressent aux évolutions de la boîte, on stimule leur curiosité, ils sont plus engagés, plus fidélisés, ou s'il y a un décalage avec la boîte, on le saura plus rapidement s'ils sont pas en phase avec notre logique de croissance rapide ou autre. Et donc je pense que, vu que les RH sont connus pour être des boîtes noires, traditionnellement, de commencer à amener un peu de transparence peut créer de la valeur. De passer à la transparence radicale, ça c'est réservé qu'aux boîtes dont c'est la culture, et je dis pas que c'est un modèle. Et c'est la culture d'origine. Parce que on peut pas passer de rien à tout d'un coup. Ouais. Ou alors faudrait 2 ans d'acculturation, mais... Non, je pense que personne le... Donc ça, c'est le premier exemple qui t'a marqué. Premier exemple. Le deuxième, alors on a dédié un chapitre entier. C'est la semaine de 4 jours, mais qu'on va appeler le phénomène de travailler mieux, mais moins. Qui fait râler beaucoup de monde, qui va à l'encontre de beaucoup de sociologues politiques, économistes ou autres. Mais il y a des startups qui l'ont démontré via différentes manières, et certaines via la semaine de 4 jours. Et d'ailleurs pas que des startups, LDLC c'est pas une startup, ils ont 6000 salariés aujourd'hui, de dire en fait, avec la manière dont a évolué le travail et la digitalisation d'une partie du travail et le fait qu'on puisse en faire en partie à distance, on peut arriver à créer au moins autant de performances en moins de temps, en étant plus efficace. Et les startups, certaines n'ont pas réussi, mais pas mal le démontrent avec des chiffres incroyables. Et la semaine de 4 jours, je pense que c'est le symbole de ça. C'est de dire, mais c'est incroyable, on a oublié qu'on pouvait être plus efficace et donc travailler moins pour plus profiter de la vie en dehors du travail. Donc nous, on a pris la semaine de 4 jours parce que c'est l'exemple le plus fort. Mais le nombre de boîtes qui font la semaine de 4 jours et demi ou la quinzaine de 9 jours, ou qui donnent un peu plus de congés, est incroyable. Alors que certaines boîtes le démontrent aussi, mais pas de la même manière. Elles ont dit, si on peut être plus efficace, on va quand même bosser autant, et du coup, on va créer une surperformance, et c'est ça qui a créé des hypercroissances dans le domaine des startups. Donc, de travailler mieux, et de faire le choix humain de dire, dans ce cas, on travaille un peu moins pour travailler mieux, je pense que c'est un courant qui touche toutes les entreprises. Et d'ailleurs, la semaine de 4 jours, aujourd'hui, c'est... je crois que dans notre panel, c'est 8% des startups qui y sont passées, 1 sur 5 qui envisagent d'y passer, alors que dans les entreprises traditionnelles, il y en a beaucoup plus qui se posent la question. Donc c'est pas un sujet de start-up. Je dis pas qu'elles vont toutes y aller, mais c'est hallucinant le nombre d'entreprises traditionnelles qui se disent nous en fait il faut qu'on change notre rapport au temps de travail. Je pense que c'est ça le sujet. Après 4 jours et demi, il y a plein de modèles. Il y a plein d'alternatives. Il y a plein de modèles dans l'entreprise dans laquelle je fais partie. We Feel Good, on est associé dans un groupe, MV Group. Tous les salariés ont le choix tous les ans entre 4 jours, 5 jours avec RTT, 5 jours sans RTT. Les RTT, tu peux choisir de te les faire payer ou pas te les faire payer. Il y a plein de modèles. On laisse la flexibilité aux salariés tous les ans. Et je pense que ça, c'est des vrais sujets. Et je reviens sur la semaine de 4 jours. J'ai, pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter Virgile Ringard sur ce podcast, on a parlé de son test. Il a testé la semaine de 4 jours. Il est revenu dessus. Aujourd'hui, ils sont sur la semaine de 4 jours et demi. On va dire une semaine 4 jours, une semaine 5 jours. Il a expliqué dans cet épisode pourquoi ça avait ce qui avait marché et ce qui n'avait pas marché. Et je pense qu'il faut avoir aussi l'humilité
Moi, je pense que c'est quelque chose d'important de tester. Quand on met en place de nouvelles stratégies, c'est oser tester, oser mesurer, oser vérifier, oser échanger avec les salariés, de se dire, ok, ça fonctionne, on continue et peut-être même on accélère. Et ça fonctionne pas, donc peut-être qu'il faut revoir les choses et c'est jamais figé, quoi, en fait. On a eu de la chance parce que les DRH ont accepté de jouer ce jeu, de nous dire ce qui a marché, ce qui a moins bien marché que prévu et ce qui a pas marché, et quand ils sont revenus en arrière. Donc on n'a pas fait un bouquin pour dire c'est génial, c'est que les meilleures pratiques. Parce que quand j'écoute certains podcasts où je lis certains livres, j'ai l'impression que tout le monde c'est le monde où oui, tout va bien, etc. Non, faut accepter que tout ne va pas forcément bien et par contre comprendre. Pourquoi ? Pour changer, quoi. Exactement. Et c'est là que Michel Barabel, avec son recul et sa connaissance des RH, a beaucoup aidé à décrypter ça. Parce que moi, je suis un peu trop enthousiaste quand je vois la valeur que ça crée. Et il a aidé dans les interviews à rappeler à quel point, attention, parfois il y a des limites ou autre. Et on a essayé de faire un bouquin le plus équilibré possible en disant, oui, ça crée de la valeur. Oui, il y a des tendances de fond. Par contre, attention, surtout que des fois, on a des effets contre-productifs. Ok. Donc ça, c'est le deuxième sujet, semaine de 4 jours. Et donc transparence, semaine de 4 jours. Et le troisième sujet. Et le troisième, alors tu l'as déjà un petit peu évoqué, vu qu'il touche plusieurs domaines. Pour moi, je vais le reformuler comme donner le choix aux salariés face à différentes situations RH ou de travail. Alors, il y a la flexibilité, on donne le choix de faire les horaires qu'on veut, de travailler où on veut, quand on veut, parfois de manière très, très extrême, parfois de manière plus encadrée, mais ce choix, il est incroyable. Dans la formation, on a des boîtes qui disent, on vous donne un budget formation individuel, et c'est vous qui choisissez sur quoi vous vous formez, auprès de quel organisme ou autre. En rémunération, on a trouvé des startups qui donnent le choix de décider de son augmentation salariale. Alors évidemment, après, on va la défendre devant un comité de salariés, tu vas parler de Lucas, comme chez Lucas. Mais on en a aussi dans le groupe Théodo, il y a pas mal de startups, dont la startup Paddock, où ils ont renversé la logique de l'entretien annuel, où c'est pas tous les ans on a un entretien annuel, c'est quand on pense qu'on a suffisamment progressé, on demande à passer, eux ils appellent ça un up, qui est un entretien qui va permettre de faire le point sur sa progression, sur les compétences techniques, sur les savoir-être et sur le fit culturel avec l'entreprise. Et si c'est constaté, alors on a une évolution de carrière et une évolution de salaire. Et en fait, de donner ce choix aux salariés, moi j'ai trouvé ça très intéressant dans le sens où on va à l'encontre de RH traditionnels qui n'avaient pas trop de sens, où tout était très descendant et infantilisant. On a déjà évoqué ce mot tout à l'heure, où en fait, non, c'est l'entreprise qui décide parce que c'est l'entreprise qui sait. Là, il y en a beaucoup qui donnent du choix et qui font confiance, et souvent c'est payant. On peut revenir, peut-être qu'il y a de temps en temps quelques abus, mais au global, de responsabiliser, ça paye tellement que tant pis s'il y a quelques abus, et puis la confiance n'exclut pas le contrôle, on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus. Ok, hyper intéressant. Alors, en préparant mon interview avec toi, Pierre, j'ai tenté quelque chose aussi. J'ai fait un petit message sur LinkedIn et j'ai demandé aux internautes qui s'intéressent à ce que j'écris, merci à eux, de réfléchir aux questions que je pourrais poser. Donc je vais me faire le porte-parole d'un certain nombre d'internautes. Alors j'ai une première question de Robert de Marassé, qui est expert en communication et marketing RH à Boulogne. J'ai l'impression que tu es à la radio. Quel principal enseignement se dégage de cet ouvrage ? Qu'est-ce que tu dirais ? C'est une question assez large. Ouais, elle est dure. Hein. Ouais. En vrai, on en a 6, mais du coup, si je dois choisir, parce que je me suis beaucoup posé la question, parce qu'on a appris énormément, le principal enseignement, c'est que, et c'était une hypothèse qu'on avait au départ et qui a été confortée, on a effectivement un renouveau dans les RH. C'est pas quelque chose qui se passe dans un microcosme et qui est réservé qu'aux startups et scale-up. Tout ce côté, les RH sont trop opaques, trop rigides, trop verticales, trop descendantes, trop infantilisantes, c'est ressenti dans toutes les entreprises. Et on a vraiment un phénomène de société qu'on voit dans la vie publique. La transparence dans la vie publique et dans la politique, plus de flexibilité sur le pouvoir qu'ont les citoyens face à certains choix. La transparence des marques avec Yuka. Il y a plein d'écosystèmes. Donc, en fait, on a un phénomène culturel plus global, et les startups n'en sont que une expression un peu plus visible, mais c'est vraiment une tendance de fond. Et vu que ça m'a donné l'occasion d'échanger avec énormément de RH qui ne sont pas issus des startups ou scale-up, on va dire 90%, j'arrondis, mais 90% m'ont dit, effectivement, nous, on veut aller vers un petit peu plus de transparence, flexibilité, confiance ou autre. Et donc, on a une vraie tendance de fond qui correspond à des attentes, pas
que des nouvelles générations. Parce que ça, c'est un biais que j'entends assez souvent, c'est « Ah mais oui, la génération Z veut plus de liberté ». En fait, non, la génération Z ou les plus jeunes générations l'expriment plus fort, mais toutes les générations le demandent, et donc les entreprises s'adaptent. Et c'est un vrai mouvement de fond, c'est pas juste réservé aux startups, qui en plus n'ont rien inventé. On n'a pas trouvé de pratique qui n'existait pas déjà dans une entreprise traditionnelle. Il y a des entreprises qui datent même de mai 68, des pratiques de mai 68, où il y avait même des entreprises libérées dans les années 70. Donc les startups n'ont rien inventé, elles le font de manière plus fréquente et de manière plus visible, et ça, c'est la face émergée de l'iceberg, qui montre qu'on a une vraie tendance de fond qui touche toutes les entreprises. Juste, les autres entreprises vont moins vite et communiquent peut-être un petit peu moins parce que c'est pas aussi facile de le faire. Ah, c'est intéressant parce que ça me fait bien la transition, c'est pas prévu, mais avec les questions de Étienne Agenot, qui est associé à l'Étincelle RH à Nantes, je pense que tu connais Étienne. Très bien. Ouais. Bonjour Étienne. Ouais, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant à suivre sur les réseaux. Il a deux questions. La première, c'est comment faire face à ces innovations, cette concurrence quand on est soumis aux contraintes d'un équipe financier, devoir être rentable et ne pas faire de pertes versus des startups qui bousculent le marché par des pratiques financières instable. Alors, qu'est-ce que tu auras à dire sur ce sujet ? Alors déjà, on l'a un tout petit peu évoqué, il faut se le dire, la fête est finie. Je pense. Les levées de fonds et tout, si on n'en entend plus parler, c'est pas pour rien, ça veut pas dire qu'il y en a plus, mais on est passé dans le monde des startups scale-up d'une ère de la scalabilité, où il fallait passer à une échelle incroyable pour devenir rentable. Peu importe l'argent craqué tous les mois. Exactement, à l'ère de la profitabilité, parce qu'avec la crise économique, les fonds, ils ont dit hop, là, on va un peu trop vite, il y a beaucoup trop de startups qui se plantent, il faut qu'on soit sûr de retrouver au moins notre mise. Et ça, quel impact ça a eu sur les stratégies RH ? On voit des startups en ce moment ou des scale-up même supprimer des postes, Ledger, Mano, mais on le voit, etc. Mais c'est pas aussi médiatisé que le mouvement de fond qu'il y a vraiment. Dans tous nos clubs RH, c'est l'un des sujets principaux. C'est moi je dois gérer. Alors soit je fais un PSE, soit on commence par des ruptures conventionnelles parce qu'il y a des gens qui veulent partir. Et ça en fait, ça n'empêche pas les startups de continuer d'innover, de déployer ces stratégies, parce qu'en fait, peu importe, nous on n'a pas trouvé de pratique qui nécessite des investissements financiers conséquents. Parfois, ça nécessite un peu de temps. La semaine de 4 jours, il faut réorganiser le travail. On n'y passe pas du jour au lendemain. Et donc, il faut peut-être 4 ou 5 mois. Et peut-être qu'il y aura des coûts indirects qui font qu'au début, on n'aura pas autant de performance. Mais le reste, c'est même le contraire. C'est dans des contextes où il fallait aller très vite, avec pas forcément beaucoup de moyens côté RH, qu'il y a eu de l'innovation frugale. La transparence des salaires, ça coûte rien. La flexibilité, ça coûte rien, voire même ça rapporte, parce que les personnes, plutôt que de poser une demi-journée de congé pour un rendez-vous d'1 heure chez le médecin, elles disent moi je commence un peu plus tard et comme ça je continue de bosser, et quand je pose mes demi-journées de congé, c'est pour me reposer, pour vraiment profiter. Exactement, et je serai plus en forme au travail. Donc beaucoup ont dû composer avec ça pour que ça soit au service de la performance. Donc j'ai pas trouvé d'innovation, il y en a peut-être, mais dans les startups qui nécessitent des moyens financiers. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les entreprises traditionnelles qui se disent « mais nous, on n'aura pas les moyens ». En fait, c'est plus du temps et de la culture que de la finance. Et Étienne nous posait une deuxième question, qui est un peu provocatrice, mais qu'on le connaît, c'est pas étonnant. Est-ce qu'il s'agit réellement d'innovation ou de pratique existante aussi dans des grands groupes du PME, mais simplement mieux mise en avant avec un très bon marketing ? Est-ce qu'en fait, les startups, les scale-up, les licornes que tu as interviewées, elles sont juste hyper fortes en market et elles marketent bien leur RH ? Alors les deux. Oui, elles sont hyper fortes parce qu'elles ont dû recruter. Doctolib, il devait recruter pendant 2 ans, 120 personnes par mois. Pendant que tout le monde faisait des levées de fonds et devait recruter les mêmes profils, des commerciaux, des développeurs informatiques, des fonctions produits. Donc il a fallu, c'était une guerre des talents inédite, donc elles ont marketé des pratiques RH qui étaient réelles. Ça, au moins, elles ont eu le mérite, sauf pour certaines, de ne pas survendre ce qu'elles avaient, parce que sinon, les personnes restaient 2 mois et se faisaient tellement chasser qu'elles partaient dans d'autres entreprises. Oui, c'était pas un sujet. Mais en fait, c'est surtout que c'est plus répandu dans les startups. Si je devais prendre des exemples, la mobilisation des pairs dans les entretiens de recrutement, dans notre panel de 120 startups, c'est 85% des startups qui le font. Le matching culturel comme critère clé de sélection des candidats, c'est 80% des startups qui le font. Les horaires flexibles, 75%. En fait, vu qu'on a pu quantifier, on a montré que c'est vraiment plus répandu dans les startups. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans le monde traditionnel. Mais c'est et pas en plus, ça le market bien. Mais non, il n'y a que la semaine de 4 jours qui n'est pas aussi répandue que les autres, mais elles s'y sont attelées d'une manière tellement, de mon point de vue et du point de vue de Michel, maligne, qu'on s'est dit il faut qu'on montre quand même la manière dont elles s'emparent de ça, même si c'est plus un phénomène qui touche les entreprises traditionnelles. Ok. Alors, Merci Pierre. Et question de Léo Fichet, qui est CEO de Yuzu à Nancy,
Et vous mentionnez le fait de revisiter les méthodes de recrutement, le développement des compétences, vraiment on change de sujet. Est-ce que vous avez senti, Michel et toi, une approche différente des startups, des scale-up, concernant les compétences? Est-ce que les fameux soft skills sont davantage valorisés dans ces organisations plus que dans les entreprises tradies? Alors clairement, oui. Là aussi, d'abord, on a regardé le côté quanti et on a les 3/4 des startups qui nous disent, moi je pensais même c'était un peu plus, mais les 3/4 qui nous disent accorder autant d'importance au savoir-être et à ce qu'elles appellent le matching culturel ou le fit culturel, c'est-à-dire l'adéquation entre les valeurs d'une personne et les valeurs de l'entreprise. Donc autant d'importance au savoir-être et au matching culturel qu'aux compétences techniques. Surtout dans un monde où, en fait, ça évolue tellement vite que les compétences techniques ont encore moins de durée que dans une entreprise traditionnelle. Donc ça, c'est la partie, on va dire, quanti. Et quand on regarde comment elles font, en fait, elles démontrent cette importance-là dans la manière dont elles font leur recrutement. Elles ont des méthodes extrêmement structurées. Ça, c'était une des grandes surprises de Michel qui s'est dit « mais en très peu de temps, elles ont adopté des méthodes Woo, Stars ou Bars que peu de grandes entreprises appliquent de manière aussi rigoureuse, au service de l'objectivité des décisions de recrutement, pas uniquement sur des compétences techniques, mais sur les savoir-être. C'est pour ça qu'on implique autant les pairs. Plus de 85% des startups impliquent les pairs à des entretiens pour objectiver la décision plutôt que d'avoir juste un manager avec ses biais sur est-ce que je pense que cette personne a un savoir-être compatible avec ce que je recherche pour le poste, mais aussi sur les entretiens qui sont dédiés au fit culturel. Moi, je l'ai fait chez Youno parce que je me suis inspiré d'autres boîtes. En fait, il y a énormément d'entreprises dont l'un des entretiens les plus importants, c'est pas l'entretien d'évaluation technique, c'est l'entretien de fit culturel qui se fait avec les DRH ou les CEO et qui arrive souvent en fin de process pour donc les candidats, le top 3 ou la shortlist des 3 ou 4 candidats. Et c'est ça qui va faire la différence entre les candidats le plus souvent. On s'assure qu'ils ont quand même le bon socle de compétences techniques. Hein. Ça ne remplace pas, mais et ça, dans des entreprises plus traditionnelles, c'est beaucoup plus rare, alors même que je pense qu'elles gagneraient à s'en inspirer. Ça, c'est un énorme sujet, hein, moi, sur les sujets d'expérience candidat, qui est un sujet que j'adore. Et effectivement, les entretiens de recrutement. Pourquoi est-ce que toi, RH entreprise, tu as décidé qu'il y avait 2, 3, 4 entretiens de recrutement? Quel est l'objectif de chacun des entretiens de recrutement? Et moi, je suis encore effaré d'entendre des entreprises qui disent, en fait, des fois, on en fait 2, on en fait 3, ça dépend qui va le rencontrer, mais en fait, pourquoi telle personne rencontre les candidats et quel est l'objectif de ces entretiens? Et à la différence, effectivement, d'entretiens qui sont plus structurés, plus organisés dans des startups, où l'entretien 1, il a cet objectif-là, l'entretien 2, il a cet objectif-là, et c'est extrêmement précis. Et c'est pas juste c'est juste pour voir sa bobine et puis je le sens bien à la fin, quoi. Ouais. Alors attention, il y a eu les deux. Globalement, on a quand même l'impression qu'elles ont une maturité incroyable et elles l'ont démontré avec des chiffres. Tu trouves qu'il y a encore des choses à améliorer, même chez les startups bien sûr, parce que l'un des problèmes des startups quand on grandit vite, c'est qu'on promeut vite des managers qui n'ont jamais managé, donc qui n'ont jamais recruté. Et il faut aller tellement vite qu'on n'a pas toujours soit le temps, soit l'intelligence de les former. Et donc, il y a des managers qui recrutent au feeling. Et du coup, on a aussi l'extrême opposé de recrutement totalement déstructuré et qui se font avec tous les biais possibles et imaginables. Okay. Mais beaucoup de startups ont réussi à surmonter ça en se disant, en fait, on doit recruter tellement de monde en tellement peu de temps pour réussir notre passage à l'échelle, que si on recrute pas les bonnes personnes ou si elles partent au bout de 2 mois, c'est la survie de la boîte qui est en péril. Et donc ça les a forcés à structurer. Et il y en a d'autres, et je pense, même si je saurais pas le quantifier, que des startups qui ont coulé, ont coulé en partie pour avoir entendu des interviews de CEO et moi-même en connaître certains ou certains DRH, en bonne partie à cause d'une mauvaise stratégie de recrutement. Ouais. Et puis un mauvais management derrière, forcément. Et oui, souvent. Après, je suis mon vieux con de RH quand je dis toujours tu rejoins une entreprise et tu quittes un manager. Mais j'y crois beaucoup à ce sujet-là, en fait. Parce qu'effectivement, si les managers sont pas accompagnés, formés sur... Pas facile, la fonction de manager, il y a tellement de composantes. Mais savoir réaliser un entretien de recrutement pertinent, type entretien structuré, parce que je pense que c'est ça le vrai sujet, c'est pas évident à tout le monde. Non, ça s'improvise pas, ça s'apprend. Voilà, il y a même des recruteurs professionnels qu'on font pas. Hein, donc voilà. Donc ok. Et puis une dernière question de Muriel Lequay, qui est directrice marketing et commerce chez WeRecruit à Rennes. Alors, je sais pas si tu connais WeRecruit, qui est un ATS breton. Voilà, donc. Ok, je connais pas. Je vais aller regarder. Et voilà, je peux t'encourager à le regarder. Mais bref, Muriel, elle m'a posé la question: est-ce qu'il y a des doux, mais aussi des don'ts après le livre?
est-ce qu'il serait intéressant de voir ce qui, avec le retour d'expérience, ne fonctionne pas? Ou est-ce que vous l'avez déjà fait, en fait? Alors, on a commencé à le faire, mais on a beaucoup de pratiques qui sont en place depuis entre 4 et 5 ans. Donc, on n'a pas un recul. C'est pas, le bouquin, on ne pouvait pas faire une démarche scientifique et de donner un état des lieux. Ça, c'est pas la promesse, c'est plus de décrypter des tendances pour vite voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Dans ce qui fonctionne, alors la première règle, c'est les pratiques qui sont compatibles avec la culture d'entreprise vont avoir plus de chances de fonctionner, ça va pas toujours fonctionner, mais que l'inverse. Et alors l'inverse, ça crée des résultats catastrophiques. Quand il y a des boîtes qui n'ont pas de la culture de la transparence et qui mettent en place la transparence des salaires, ça détruit de la valeur, ça crée de la tension, et ça n'a pas de sens, et donc il faut pas y aller. Ça, c'est un exemple extrême. Si on prend des exemples un peu moins extrêmes, le meilleur symbole, c'est les congés illimités. C'est déjà médiatisé depuis des années, et on a vu ce phénomène aussi dans les startups, où quand il y a une culture un peu trop orientée sur la quantité de travail et qu'une entreprise met en place les congés illimités, les salariés, ils osent pas prendre des congés, parce qu'ils se disent, mais on n'a pas encore atteint l'objectif, sur tel projet, on n'a pas terminé ce qu'on devait faire. Si je prends des congés, mon collègue, il va me tuer, quoi. Et donc, il y a un sujet d'assertivité, d'esprit d'équipe, et du coup, les personnes posent moins de congés que quand elles n'avaient pas des congés illimités. Non, donc il va à l'inverse de l'objectif. Et ça, on le retrouve dans différents types de pratiques, dès lors qu'on est allé à l'encontre de sa propre culture d'entreprise. Donc le premier c'est aller dans ce qui fait sens par rapport à la vraie culture, pas les valeurs affichées au mur, attention, parce qu'il y a parfois un décalage, voire souvent, mais ce qui fait vraiment sens dans votre entreprise. Si vous avez une culture du travailler mieux mais moins, oui, vous pouvez explorer les congés limités, la semaine de 4 jours ou autre. Sinon, c'est pas là-dessus que vous pourrez créer de la valeur en tant que RH. Les managers, on en parlait tout à l'heure, si on n'implique pas les managers qui pour souvent sont soit des primo-managers, soit c'est leur première expérience de management dans une start-up, si on leur montre des pratiques qu'ils n'avaient pas l'habitude de gérer, ils vont avoir des tentations énormes de contourner ça. Je l'ai vu aussi chez Youno, sur la transparence des salaires. J'ai vu des stratégies de contournement, mais qui étaient pas toujours malveillantes, parfois, mais pas toujours, juste parce qu'en fait, c'était tellement en dehors de leurs habitudes que, vu qu'on les avait pas impliqués suffisamment tôt, eux, ils disaient, mais non, mais moi, je vois pas comment ça va marcher. Moi, on me demande déjà tellement de choses en tant que manager que je vais pas appliquer parce que c'est une innovation RH. Enfin, c'est pas leur job de faire des RH à la base, même s'ils ont une casquette RH. Donc, de faire en sorte qu'on fasse quelque chose en phase avec la culture, en impliquant les managers et en ayant une cohérence globale. Ça, c'est l'un des apprentissages aussi assez forts du livre, c'est que alors déjà, il n'y a aucune start-up qui a mis en place toutes les pratiques qu'on a dans le bouquin, ça n'existe pas. Mais ce qu'elles ont réussi de fort, vu que la plupart des pratiques ne sont pas nouvelles, c'est plutôt d'avoir une cohérence dans les pratiques RH. On appelle ça une grappe de pratiques RH cohérentes, qui font que, si on prend l'exemple du feedback, quand on a une culture du feedback, le feedback, il est à toutes les étapes. Pendant l'entretien de recrutement, on reçoit des feedbacks et on nous demande d'en faire au recruteur. Pendant l'onboarding, on demande de faire des feedbacks sur comment s'est passé l'onboarding. On a des feedbacks au quotidien. Même quand on part, on reçoit des feedbacks pour s'aider à progresser dans sa prochaine vie professionnelle. Donc on a une cohérence où on retrouve le feedback à toutes les étapes et pas juste à un endroit où il y a une méthode pour faire un feedback et puis on prend un feedback et puis on n'en entend plus parler pendant 6 mois. Mais ça marche aussi avec la transparence, la flexibilité ou autre. Donc on a la culture, l'implication des managers, la cohérence et... la liste est longue, donc si je devais en citer juste une de plus, c'est le fait de ne pas y aller quand le CEO n'y croit pas. Et ça, la tentation pour les RH, elle est énorme. Je l'ai eu aussi, donc je me mets dedans, mais j'ai eu quelques DRH qui nous ont témoigné ça, de dire, là, nous, on avait tout pour penser que ça allait fonctionner, et le CEO, il était pas sûr, il avait peur qu'il y ait plus d'abus que de valeur créée par la confiance, sujet dont on a déjà parlé, et en fait, à chaque fois, ils m'ont dit, en fait, si le CEO y croit pas, dès qu'il va y avoir des petits grains de sable dans les rouages, il va pas nous aider à faire en sorte qu'on graisse les rouages, et du coup, ça va pas créer de la valeur durablement. Ce binôme DRH-CEO, il est clé, quoi. Il est clé, et quelques startups montrent à quel point il est clé, puisqu'il y a des DRH qui ont des places au board, chez Aircall ou Open Classrooms, au board, pas juste au COMEX ou autre. Alors que dans des boîtes, déjà, il y a des DRH qui sont toujours pas au CODIR, toujours pas au COMEX, et parfois... Sujet, ça. Notamment dans le CAC 40, même quand ils ont une place là, en fait, j'ai oublié le nom, mais c'est une sorte de siège, c'est pas un siège fantôme, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils sont là juste pour cautionner les décisions auxquelles ils ne participent pas vraiment. Ça, c'est pas vraiment un vrai binôme CEO-DRH. Ok. Est-ce que vous avez eu des échanges autour de l'intelligence artificielle et de l'impact de l'IA dans la fonction RH ?
Oui, alors le sujet monté... C'est pas le sujet central du livre, mais est-ce que vous avez des échanges à ce sujet précis? Le sujet monté quand on était en train de terminer les interviews. Et donc, on a un petit peu creusé ce sujet parce qu'on a beaucoup parlé du travailler mieux mais moins. Et très clairement, il y a des entreprises, Figures, je ne sais pas si vous en avez parlé dans l'épisode, mais ils s'y sont mis très rapidement. Donc, il y a pas mal de startups qui se disent, ça va nous permettre de faire mieux mais moins, très clairement. Et le temps qu'on va gagner, ce ne sera pas juste pour travailler plus, ce sera pour passer plus de temps, soit pour sa vie perso, soit sur des projets qui intéressent les gens. Donc très intéressant comme vision RH, là où d'autres boîtes vont dire on va juste produire encore plus et gagner encore plus d'argent. Je dis pas que c'est pas la culture dans certaines startups, mais on l'a pas vu dans les DRH qu'on a interviewés. Et puis surtout, ça va avoir un impact énorme. J'ai interviewé le CTO de Alan, qui travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle, parce que eux, ils ont une énorme culture de l'écrit chez Alan. Ils ont, en 2022, ils avaient formalisé 22 000 décisions par écrit. Ah oui. Tout ce qu'il décide, il le formalise par écrit. Et il dit, là, on atteint les limites de la transparence où on va recréer de l'infobésité en interne. Et il fait l'un des moyens les plus efficaces demain pour des personnes qui arrivent chez Alan de prendre des bonnes décisions, c'est de mettre de l'intelligence artificielle là-dedans pour être sûr de ne pas passer des heures à chercher et en même temps de ne pas prendre une décision qui va à l'encontre d'une décision qui a été prise il y a quelques années et qui a encore du sens aujourd'hui. Donc, et c'est pas le seul, mais c'est le meilleur exemple que j'ai de oui, on va s'en servir parce que vu qu'on a une culture de l'écrit et des outils digitaux, il y a beaucoup d'informations dont ont besoin les salariés qui pourront arriver de manière plus pédagogique et rapide aux salariés qui sont curieux ou qui cherchent l'information que dans les outils, Notion, Slack, Tetra, tous les wikis internes qui en fait maintenant débordent pour les startups qui ont été créées il y a 10 ans. Elles ont trop d'informations qu'elles ont consignées. Ok, très intéressant. Dernière petite question autour de ce livre. Je demande un peu de prospective, donc c'est pas forcément une question simple, j'avoue Pierre. 2024 arrive. Quelles sont pour toi les grandes tendances RH 2024 ? La réponse facile, c'est on va aller toujours vers plus de transparence, plus de flexibilité. Enfin, c'est une conviction qui a été tellement éprouvée depuis. C'est une vraie tendance. Donc, je pense, si on devait être un petit peu plus prospectif, je me demande ce qui va se passer avec l'écart générationnel qui se creuse. C'est un sujet dont on parle depuis longtemps, mais il continue de se creuser. J'ai entendu un nombre de fois incroyable depuis début septembre les deux versants de les vieux savent plus travailler. Donc ça, c'est des jeunes qui sont en start-up, qui travaillent d'une manière tellement efficace avec des outils digitaux qu'ils ont du mal à collaborer avec des personnes qui sont moins à l'aise. Donc là, c'est pas la fracture numérique au sens ancien du terme, c'est une nouvelle forme de fracture numérique. Et les générations les plus anciennes qui disent les jeunes ne veulent plus travailler. Ce qui est en fait pas la bonne manière de prendre le sujet. Et pour gérer ça, les DRH vont avoir un challenge énorme puisque leurs enjeux, c'est quoi ? C'est attirer, fidéliser et engager. Si on a des écarts comme ça qui se creusent, alors qu'en plus, il y en a beaucoup moins qui vont vers le salariat, le freelancing continue d'exploser encore après le Covid pour aller attirer, fidéliser et engager des talents alors qu'il y a des écarts de culture de travail qui se creusent. Je pense que ce sera l'un des sujets, je ne sais pas comment on va l'adresser, mais l'un des principaux sujets dont on va parler en 2024, puisque c'est le point auquel arrive normalement un retour un peu plus fort à la croissance et un départ plus massif à la retraite des personnes qui sont nées dans les années 60, quand il y a eu le baby-boom. Donc on va manquer de talent alors qu'on en aura besoin de plus. Sacré défi pour les RH. Ok, merci, c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose ? Ou est-ce que tu as le sentiment d'avoir pu exprimer tout ce que tu avais exprimé sur ce livre, etc. Ouais, alors normalement j'aime pas qu'on me la pose, mais vu que j'aime bien y répondre parce qu'on me l'a trop posé, c'est mais on a vu qu'il y avait aussi un phénomène avec Balance ta startup. Est-ce qu'au final il y a quand même pas plus de toxicité dans les startups ou autre ? Au début ça m'énervait qu'on me pose cette question parce que je disais moi je fais un bouquin pour montrer ce qui marche bien et je dis pas que tout est bien. Et en fait, à force qu'on me pose cette question dans les interviews ou autres, je me suis dit, il faut faire attention à dire qu'il y a aussi beaucoup de pratiques toxiques dans cet environnement, mais que quand les startups, elles arrivent à déployer les stratégies RH qu'elles mettent en place, elles font en sorte de prévenir et de réguler beaucoup plus les pratiques toxiques qui
sinon, vivotent beaucoup plus longtemps dans des entreprises traditionnelles parce qu'elles ont des cultures tellement fortes. Quand un DRH ou un CEO prend la parole publiquement pour dire « nous, voilà notre stratégie, voilà les salaires chez nous, voilà ces sujets-là », beaucoup plus difficile pour des managers en interne d'avoir des comportements toxiques puisque ça va être régulé par tout le monde qui va dire « ah ben non, la position officielle de la boîte c'est ça, là tu as un comportement déviant », ça responsabilise toutes les équipes et c'est ça l'une des valeurs qu'on sous-estime et que créent ces stratégies. Et c'est pour ça qu'elles ont le mérite d'être un peu radicales, c'est qu'il n'y a pas de flou et on sait quand un comportement est déviant. Et ça, je trouve ça magique pour les DRH qui ont réussi à mettre ça en place durablement. Ok, merci, intéressant. S'il y avait une personne que tu me conseillerais d'interviewer sur ce podcast, un professionnel DRH qui soit dans la partie effectivement Presta, partenaire RH ou RH en exercice, tu me conseillerais qui ? Et je pense, alors je l'ai rencontré il y a pas longtemps, je l'avais jamais entendu parler, mais visiblement il est très connu dans le Future of Work, c'est Kevin Bouchareb, qui justement décrit le phénomène d'écart générationnel dont je te parlais tout à l'heure. J'ai repris quelques éléments qui transmet, où sa vision du futur du travail, mais du futur proche, du futur, on parle de 2024, lui il travaille chez Ubisoft et il a un poste assez original où la moitié de son temps il fait une veille pour aller interviewer d'autres RH sur ça va être quoi vos vrais enjeux de demain, pas les enjeux prospectifs, mais les enjeux sur lesquels vous bossez pour l'année prochaine. Et il compile tout ça pour essayer de les retransmettre en externe, mais aussi pour que sa propre boîte Ubisoft arrive à anticiper l'évolution des talents, de l'engagement. Et il est incroyable. Donc je le recommanderais lui sans hésiter. Un grand merci. Est-ce qu'il y a un podcast que tu écoutes régulièrement ou que tu aimes bien, alors qui n'est pas forcément RH, vraiment le podcast Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes écouter, que tu as envie de partager à nos auditeurs ? Alors, depuis que je me suis mis dans la rédaction d'un bouquin, je culpabilise quand j'écoute des podcasts qui sont pas RH. Donc, récemment, j'ai quand même plus écouté des podcasts RH pour être sûr de pas passer à côté de quelque chose. C'est un phénomène un peu bizarre, mais bon, je l'assume. Et l'un des podcasts que j'écoute le plus, c'est Never Stop Learning, qui est le podcast de Calimedia, parce que déjà, ça parle pas que de RH. À la base, c'est sur de la formation, mais on part sur des sujets beaucoup plus larges. Et c'est fait avec une pédagogie et un niveau de préparation et des intervenants issus d'environnements très différents qui font que, même quand ça parle pas de RH, ça m'apprend plein de choses sur les RH. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Je mettrai aussi un lien vers le site de la Fnac pour acheter ce livre. En tout cas, que je peux que vous encourager. Vous le trouvez aussi dans toutes les bonnes librairies, parce que voilà, vous avez la chance d'avoir un éditeur. Ah oui, avec Duno, le livre, il est partout. Voilà, donc ça c'est juste top. Un grand merci Pierre. Merci pour ta transparence. Merci pour d'avoir joué le jeu aussi, de répondre aux questions des auditeurs de ce podcast. C'était très chouette. Et puis peut-être que je te réinterviewerai pour un deuxième livre bientôt, non ? T'as quelque chose derrière la tête ou pas ? Ou pour l'instant tu te calmes ? Là, je commence à me dire quand même, il y a d'autres sujets qui méritent. Ou tu te Michel Barabellise. Alors ça, pas sûr, mais je commence à me remettre d'un an d'écriture parce que c'est passionnant et c'est fatigant à la fois. Et là, je me dis, en fait, on n'a pas exploré tout un tas de sujets, et la suite et le Future of Work, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer et qui s'accélèrent avec l'intelligence artificielle que peut-être ça va me démanger, mais écoute, on en reparlera dans quelques mois si je me lance ou pas. Pour l'instant, je vais plus passer du temps dans les conférences, les podcasts et les médias pour déjà transmettre ce qu'on a appris en un an de bouquin. Ce sera plus sage, et puis après je verrai pour un éventuel nouveau projet, je ne sais pas. Ok, en tout cas, à bientôt Pierre, merci pour tout. Et merci à tous et à toutes pour votre écoute. Merci Florent pour l'invitation. Je t'en prie, à bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!